La plaine est immense, triste, amère. Les grands oiseaux noirs sont silencieux et frissonnent sous le vent glacé. Les arbres ont perdu leur tête dans le ciel bas, qui se confond avec l'horizon. Dans ce paysage étrange où chaque élément paraît rapporté d'un lointain souvenir, avec une route qui se perd à l'infini, un homme est là. Immobile, grand, puissant, avec un regard qui voit loin et juste. Une espèce d'Indien blanc. Ses vêtements, couleur de la terre, se confondent avec la nature. À ses côtés, un chien noir. Noir comme l'ange dont on a coupé les ailes, avec des yeux jaunes qui laissent comme deux traînées de miel sur le pelage sombre. Ah oui, chien, je veux que cette réception soit magnifique. Nous mettrons les grands chandeliers de bronze. Je veux toutes les plus belles fleurs de la forêt. Après le souper, nous irons à la clairière savante. Que tous les oiseaux s'y réunissent. Les millions de vers luisants montreront le chemin à nos hôtes. Nous boirons alors de l'eau de la source pour nous purifier de celle des nuages. Chien, tu auras ta place à mes côtés. Te souviens-tu? Ils étaient arrivés un soir. Ils étaient très beaux. Leurs dames avaient des robes qui ressemblaient à des milliers de soleils fous. Chien, je veux que cette réception soit magnifique. Le chevalier du vent doit me marier à sa fille. Elle est très belle. Il paraît qu'elle peut être aussi douce que violente. Il y a longtemps que je ne l'ai vue. Le chien ne fait pas la tête. Tu resteras avec moi. Il y aura le prince des glaces, le roi des loups. Ils viendront avec leurs dames. Le roi des arbres ne viendra pas, la Bavière lui donne beaucoup de travail. Le roi des loups était très grand. Tu t'étais caché en le voyant. Il avait ri de ta jeunesse. Nous avions fait la course. En quelques bonds, il avait pris 2 lieues d'avance. Pendant des heures, le roi des nuages nous avait raconté ses voyages. Le prince des glaces m'avait offert un merveilleux bijou si fin qu'il en était presque invisible dans la main. Ils revenaient tous d'un voyage sur les terres du monde. Un de leurs nuages éclaireurs leur avait signalé notre village. Ce soir-là, j'avais donné la messe. La chapelle était illuminée de milliers de cierges. J'avais joué de l'orgue. Les flammes des cierges s'élevaient, immenses. La cire coulait à nos pieds. Elle faisait un immense tapis blanc. Toi, tu étais à côté d'un grand chien maigre. Vous aviez vos pattes de devant posées sur la première marche de l'autel. Et le grand chien t'avait regardé sévèrement lorsque tu t'étais mis à pleurer. Alors nous étions sortis de la chapelle, et tous les animaux de la forêt avaient formé une haie gigantesque. Le roi des vents avait donné un concert.
La garde personnelle du roi des loups nous avait rendu les honneurs. Ils avaient hurlé par 3 fois leur cri de paix. Les oiseaux avaient laissé tomber sur nos têtes des milliers de pétales de fleurs de toutes les couleurs. Notre immense traîneau d'hiver était tiré par 10 cerfs blancs. Nous avions visité mon royaume. Partout où nous passions, mon peuple nous attendait. Aux terres d'hiver, nous étions recueillis devant le dieu silence. Il y avait d'immenses troupeaux de loups qui étaient venus acclamer leur prince. Leurs yeux étaient si brillants qu'ils rendaient la glace de l'étang maudit transparente, liquide. Et les poissons venus des pays lointains se mettaient alors à danser en une immense mosaïque mouvante. Leur couleur était si violente qu'elle se projetait sur le ciel. Comme des feux follets géants, ils avaient dessiné des arabesques sur la plaine, se croisant, se décroisant pour finir en une énorme fleur et retomber dans l'eau en gerbes multicolores. Les loups avaient simulé une attaque. Leur prince leur avait parlé longuement, puis d'un geste, il les avait rendus aussi blancs que le sol. Il ne restait plus sur la plaine que des milliers de points noirs, jaunes, roux, qui tournaient autour de nous de plus en plus vite. C'était comme des feuilles en automne. Alors, nos hôtes nous avaient quittés le lendemain matin. Leurs armures légères avaient étincelé dans la plaine. Leurs chevaux étaient immenses. Et le chevalier des vents s'était penché vers moi. Voulez-vous être mon gendre? Une alliance me plairait. Qu'elle était belle lorsque son père lui dit qu'il reviendrait au village pour nous unir. J'avais pris sa main et l'avais posée sur mon cœur. Elle avait souri longuement, tendrement. Mon Seigneur, je prendrai chaque matin la plus belle fleur de la forêt pour la donner à mon frère. Il la portera à travers les cieux jusqu'au pied de votre maison. Depuis ce jour, chaque matin, une fleur blanche m'attend au réveil. Elle ne se fane pas. Et dans le cœur, j'y vois son visage. L'homme leva la tête vers le ciel. Allez, chien, il est temps de nous préparer à recevoir nos hôtes. Je vois déjà au loin les nuages avant-coureurs du père de ma fiancée. L'homme écarta les pans de son manteau, et le brouillard qui en sortit les fit disparaître dans un chemin entouré d'innombrables fleurs blanches à l'air grave. Alors, comme par enchantement, tous les animaux, les biches, les cerfs, les lapins, les mulots, les taupes maladroites, les insectes multicolores et les autres, invisibles presque, tant les couleurs et les tailles sont discrètes, sortirent des bosquets et des secrets ombrages des habitants de la forêt. Les oiseaux insolents, poussant quelques vieux corbeaux désabusés. Ils se serrèrent l'un contre l'autre pour former un demi-cercle devant les grands arbres. Les mères à petits coups de museau calmèrent leurs petits sous l'œil sévère des grands cerfs. Alors, les arbres s'agitèrent. Notre maître est
bien malade. Ces réceptions le laissent triste pendant des mois. Il n'y a que lorsque le printemps arrive qu'il redevient gai. Il faudrait lui dire... Sot que tu es. Si nous le lui disons, il en mourra. Depuis des années, il s'invente des réceptions. Maintenant, il rêve que la fille des vents doit l'épouser. Et depuis, il est heureux. Il dit que ce sont des grands chevaliers, des hommes purs, loyaux et braves. Oh, il y a si longtemps qu'il le vit seul. Il leur parle comme s'il existait. La chouette nous a dit qu'après avoir dressé la table, il attend un moment au coin du feu. Puis, il se lève et se précipite à la porte. Il s'incline, s'assoit au bout de la table, remplit toutes les assiettes, se lève et porte son verre à la bouche. Mais que dit-il? Il décrit des paysages, parle de nous, puis se met à danser. La chouette dit qu'il paraît très heureux. Vous vous souvenez, lorsqu'il était venu nous rendre visite pendant une fête, il parlait à voix haute. Je vous présente mes amis les plus fidèles. Ils ne m'ont jamais quitté. Nous n'avions pas très bien compris sur l'instant. Il était seul avec son chien. À qui pouvait-il parler? C'est la chouette qui nous avait fait comprendre. Elle voit beaucoup de choses pendant ces longues nuits sans sommeil. On ne sait pas très exactement depuis combien de temps il vit ici, hein? Seul, avec son chien. Il s'occupe de tout, des maisons du village qu'il fait vivre comme si elles étaient habitées de nous, les arbres. Il prend garde à ce qu'aucune maladie ne vienne nous frapper. Les lendemains d'orage, où nos plus tendres branches sont blessées, il passe des heures à nous soigner. Quant aux animaux, plus d'un d'entre eux lui doit la vie. Mais c'est un rêveur. Il croit à la venue chaque année de chevaliers accompagnés de leurs compagnes. Je crois bien qu'il ne vit que pour ces fêtes où tout doit être pur, noble. Alors, nous avons décidé que cela devait continuer. Les soirs de fête, nous faisons chanter nos branches. Nous nous inclinons de façon à donner des sons différents. Il ne faut pas que notre ami meure. Que ce soir soit son plus beau rêve. Que ceux qui ont des couleurs en fassent une immense palette que le vent portera dans le ciel. Toi, va dire aux loups qu'ils préparent leur balai. Ils ne doivent plus être très loin de chez nous. Que les vers luisants se mettent déjà en marche. Ils sont si lents. Allons! Il est temps de nous séparer. Que chacun accomplisse sa tâche. C'est la nuit. La grande maison silencieuse est prête à recevoir ses invités. La table éclate de couleurs, de mets étranges et raffinés. Des grappes de fruits somptueuses coulent, éclaboussent la nappe blanche.
Derrière chaque chaise, une armure se tient, le casque ouvert. D'énormes chandeliers laissent couler le feu le long de leur corps doré. Un grand feu lent brille dans la cheminée. L'homme joue du clavecin. Une douce mélodie nostalgique qui parvient jusqu'aux oreilles des animaux de la forêt. La chouette en ferme les yeux d'aise. Au loin, les vers luisants s'acheminent comme un fouet brillant, traçant la route vers le lac d'argent, là-bas, sous la lune, tendre opaline. Les grands arbres, après quelques disputes, finissent par se mettre d'accord. Les plus vieux feront les basses dans la symphonie finale. Le chien noir, régisseur de cette fête, parcourt la campagne, donne des ordres, fait répéter une fleur des bois dont le trac a paralysé le corps. Au loin, sur la colline qui ferme la vallée, apparaissent les loups, plus grands que la vérité, découpés par l'horizon, silencieux, un peu hautains. Ils rejoignent les autres animaux. Leur chef salue le roi des sangliers et, à l'écart de leur famille, palabre mystérieusement. Paix cette nuit, frère loup. Paix cette nuit, frère sanglier. Que les biches boivent en paix. Le jeûne nous fera du bien. Vous avez le ventre bien rond. C'est que nous venons de loin. Et ma foi, sur la route, il a bien fallu se nourrir. Qu'il est dur pour un loup d'avoir si mauvaise réputation. Le lion chasse, comme nous. Pourtant, les hommes le trouvent beau, courageux. Nous sommes lâches et perfides. Que l'injustice. Un seul homme a su parler de nous, Jack London. D'ailleurs, chaque année, nous faisons une fête en son honneur. Oh, nous, c'est bien pareil. Nous passons pour des animaux butés, coléreux et dangereux, alors que notre museau s'abîme chaque jour davantage lorsque nous écartons la fleur pour tenter d'atteindre le gland ou la truffe. Bien sûr, la biche, avec qui souvent nous déjeunons paisiblement, à elle, on ne lui dit rien. Pour les hommes, c'est une espèce de symbole, la fiancée éternelle, les grands yeux, la candeur. Pourtant, j'ai vu des choses. Par exemple, comme elles sont très chaudes lorsque les cerfs se battent pour elles. Enfin, nous avons trouvé dans l'homme noir un frère. Et son chien est sympathique, digne de tous les combats. J'ai quelques morsures là qui le prouvent. J'ai emmené avec nous une de mes nièces, une charmante femelle, mais qui aime trop le confort pour une famille comme la nôtre. Quoique moins cultivée que le chien de l'homme en noir, je la crois intelligente et ayant du cœur. Elle est orpheline. Son père s'étant sacrifié pour ralentir les chasseurs l'année dernière. Des oiseaux passent dans le ciel, portant sur le dos des vers luisants retardataires. Un vieux cerf les croise, absorbé dans la répétition d'un pas de danse. Là-bas, à l'étang magique, les poissons multicolores projettent au ciel leurs balais, comme en une explosion atomique. La vallée tout entière s'affaire. Une multitude d'animaux, d'insectes les plus divers participent aux préparatifs de la fête. Une joie électrique se lit dans leurs yeux. Les arbres se font craquer l'écorce, comme les solistes les mains avant le concert. Peu à peu, la forêt s'illumine de 1000 fontaines ondoyantes qui s'écoulent jusqu'à la porte de la maison. L'homme somnole, le visage heureux,
Brusquement dehors, l'homme se précipite, courbé en deux vers la fenêtre, les yeux soudain durs. Ils sont 4, 2 garçons, 2 filles. Ils s'embrassent. Ils rient comme des gens ivres. Eux ne sont ni laides, ni belles. Eux sont anonymes. L'homme disparaît par une porte dérobée, suivi de son chien. Ils ont la même allure, celle des fauves dérangés, qui, en fuyant, pensent déjà la façon de revenir. Sans qu'aucun d'entre eux n'ait songé à s'étonner de cette maison, les jeunes gens pénètrent à l'intérieur, légèrement titubants, perdus dans quelques apartés vulgaires. Ils ne s'étonnent pas plus, en trouvant la table mise somptueusement, les 4 couverts, se disant certainement chacun de leur côté que c'est l'un d'entre eux qui a organisé cette fête impromptue. Comme ils sont certainement d'une classe sociale qui permet des fêtes excentriques, tout leur paraît normal. Il est certainement de bon ton de ne pas poser de questions ou de s'étonner. Leur comportement, observé par l'homme en noir et son chien derrière une glace sans teint, est de plus en plus obscène. L'homme en noir le subit comme étant dégradant pour lui, pour son univers. Il ne pourra plus jamais rêver à Blanche-Neige et au beau chevalier. Son rêve de pureté éclate et se perd définitivement. Des larmes coulent le long du visage, brisé par le chagrin. Sur les fourrures maculées, les cuisses grasses, glissantes de sueur, s'emboîtent aux autres blanches, tristes. Un immense désespoir envahit l'homme en noir. Blanche-Neige est morte, tuée par des hommes qui ressemblent à ceux qui, devant ses yeux, participent à l'ignoble dégradation de son image de la femme, à ceux que peut-être il a connus il y a bien longtemps, du temps où, peut-être, il vivait parmi eux. Les corps écartelés lui donnent la nausée, un dégoût profond, une infinie tristesse. Alors, lentement, il se détourne de la glace sans teint et, tassé par le chagrin de son rêve détruit à jamais, il disparaît, suivi de son chien. Dans la pièce principale, les jeunes gens sommeillent. Marianne rompt le silence en disant qu'il serait peut-être mieux dans un lit. Elle monte l'escalier qui mène aux chambres, du moins le suppose-t-elle. Mais, comme lors de leur arrivée devant la maison, elle ne pose aucune question. Ses compagnons non plus. Ils la suivent et lourdement montent l'escalier, se soutenant l'un à l'autre. La maison retombe dans le silence. L'ombre de l'homme noir apparaît. Oh, quelle nuit, dis donc. Je crois qu'on a abusé des bonnes choses, hein. Voilà, j'ai un mal de tête épouvantable. Du café? Ah ouais. Ah, les filles dorment encore. Merci. Dis donc, c'est bien quand même d'avoir du fric. C'est chouette ici. Ouais, ça ressemble bien à Marianne de nous faire ce genre de surprise. C'est la maison de ses parents? Oui, je suppose. Ouais. Elle m'a parlé d'une maison de ce genre, perdue en pleine campagne. Je me suis pas rendu compte. Mais il me semble qu'on a roulé longtemps, non? Ah oui, comme tu dis. Hein. Tu étais tellement sous que tu t'es endormi dans la voiture. Carole aussi, d'ailleurs. Ah ouais. On a dû faire 200 bornes, je sais pas exactement. En tout cas, c'est bien agréable de se réveiller et de trouver le petit déjeuner servi. T'as goûté le beurre? Extra. Rien à voir avec celui de la ville, tu parles. Dis donc, elle a beaucoup de fric, non, Marianne? Oh là, elle est bourrée. Mais ce qui ne l'empêche pas d'avoir des grands discours philosophiques sur le peuple, son bien-être, ou enfin comme d'habitude. Ah, salut Carole. Salut. Bien dormi? Oh oui.
Tiens, viens t'asseoir à côté de moi. Oh non, vous n'allez pas nous emmerder avec votre bonheur, hein, les amoureux. Ah bah tu parles d'un bonheur, il a paraît de flirter avec Marianne. Oh, c'était pas bien méchant. N'empêche, hein. Bonjour tout le monde. Bonjour. Quel bon petit déjeuner. Alors, quel est le programme aujourd'hui? Une promenade dans la campagne peut-être, hein? Au fait, à qui devons-nous ce week-end champêtre? Eh ben, vous en faites des têtes. Qu'est-ce qui se passe? Mais... C'est-à-dire que nous pensions être chez toi, ici. Chez moi, ici? Bah oui. Vous êtes fou. Eric, c'est bien toi qui nous as amenés, non? Bah oui, mais... Je pensais... Enfin, tu m'as dit que tu connaissais la route. Que tes parents avaient une maison dans le coin. Mais dans quel coin, d'abord? Je sais même pas où nous sommes. Bah, c'est complètement fou, hein. Bon, enfin, je croyais que vous saviez où nous allions. Alors, c'est pas chez toi? Enfin, c'est complètement fou, cette histoire. Non, si c'est une blague, elle est pas drôle. Hein. Toi, Patrick, c'est pas une de tes plaisanteries, par hasard? Bah, tu parles, je voudrais bien. J'ai jamais vu cet endroit avant hier soir, parole. Enfin, on est bien chez quelqu'un, non? Quelqu'un qui savait que nous serions 4 en plus. Ben oui. Hier soir, il y avait 4 couverts. Et ce matin... Ben, au fait, ce matin... C'est vous qui avez préparé le petit déjeuner? Non, c'était déjà prêt lorsque je suis descendu. Et même que le ménage était fait. Et le petit déjeuner était prêt pour 4? Eh oui. Ouais. Bon, alors, hier soir, le dîner pour 4. Et ce matin, le ménage et le petit déjeuner pour 4. Aucun d'entre nous ne connaît cet endroit. Et pourtant, il a bien fallu que quelqu'un s'occupe de tout ça. Et nous n'avons encore vu personne, n'est-ce pas? Bah non. Non. C'est peut-être un ami qui nous a fait une blague. Tu parles d'une blague, hein? Bon, en tous les cas, elle a suffisamment duré. Allons voir dehors, nous trouverons bien quelqu'un pour nous expliquer ce mystère. Il faudra s'excuser, hein. De quoi, alors? Bah, d'être entré dans cette maison. Oui, ben on verra pour l'instant. Ouais, ok. Ouais, bon, on va... Le brouillard entoure le village. Les arbres ont l'air de grands fantômes en marche. Apercevant une ombre, Patrick court au-devant. Il pénètre dans le nuage qui éclate pour laisser place à un énorme chêne. La brume se resserre autour de lui. Il ne voit plus rien. Il étouffe. Il a l'impression qu'une main gigantesque va le broyer. Il se jette dans la masse opaque en criant. Pendant ce temps, Marianne, qui semble être la plus courageuse, pénètre dans une autre maison. Elle appelle ses amis. Venez voir. Regardez, il y a bien quelqu'un dans ce village. Et regardez, du feu dans la cheminée, des bols sur la table, des miettes de pain. Et puis quelqu'un a dormi dans ce lit. Il y a encore l'empreinte du corps. C'est incroyable, Mais ça veut dire quoi, incroyable? Partout, les cheminées rougeoient. Sur les tables, des miettes de pain, des bols vides. Dans les chambres, les lits gardent l'empreinte des corps. Le village semble abandonné comme à l'approche d'une bande de pillards sanguinaires. Ils décident de continuer leurs recherches et en revenant sur leurs pas, stupeur, tout est rentré dans l'ordre. Dans les cheminées flamboie un nouveau feu. Les lits sont refaits. Les miettes de pain ont disparu. Sans qu'ils s'en soient rendus compte, le jour s'est brusquement éteint. Le village est silencieux. Pourtant, ils ont l'impression que quelqu'un les épie. Depuis le début de la journée, un chien les a suivis. Ils ont en vain essayé de l'approcher, mais celui-ci était d'une agilité diabolique. Carole, en le voyant, avait cru que c'était un loup. Il l'avait entendu hurler longuement. Et là, dans la nuit, 2 petites taches brillantes les fixaient. Elles se déplaçaient avec une rapidité inimaginable, tournant autour d'eux, s'arrêtant, repartant, sans jamais se rapprocher d'eux. Une sourde angoisse les étreint. Ils se tiennent serrés, l'un contre l'autre, faisant front de tous côtés. Et puis, au loin, une musique. Elle vient de la chapelle, là-bas, perdue dans les arbres. Vous entendez? Quoi? La musique, là-bas. Tiens, ça vient de la petite chapelle. Eh ben, allons-y. Oui. Hein? C'est curieux, quand même. Oui, enfin, c'est tellement curieux que je monte en voiture, hein. Oui, moi, je fous le camp. La fuite, ça m'étonne pas de toi. Moi, j'ai envie de voir.
Qu'est-ce qu'on risque après tout? Bon, allez, vous venez? Non. Non, moi j'ai peur. Ce silence, là, depuis ce matin, même les arbres. Et puis ce chien... Non, rien n'est normal, moi j'ai peur. Hein. Je vous en supplie, partons. Partons d'ici. Ah, elle a peut-être raison, non? Oh, écoutez, au point nous en sommes, hein. Bon, moi je suis comme Marianne, hein. Je suis pour aller voir. Je suis peut-être une trouillarde, hein, mais j'ai des yeux et des oreilles. Il n'y a pas un oiseau qui chante et tout est complètement immobile. Bon, je propose que nous allions voir. Hein. Et si nous ne trouvons rien, et ben c'est d'accord, on fout le camp. Exactement. Bon, allez, allons-y. Reste à côté de moi, Patrick. C'est incroyable, je ne me croyais pas aussi amoureuse, Carole. Je suis pas amoureuse. Moi, j'ai peur. Ouh, les grands fantômes qui vont venir chercher Carole. Ouh, ils vont la manger tout cru. Tais-toi. Tais-toi, mais tais-toi, non. Une fois qu'il nous arrive quelque chose... Ah, chut. Bon, allez, on va entrer tous ensemble, hein. Déjà réouvrir la porte. Il n'y a personne. Oh là 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 là. Pourtant, il fallait bien quelqu'un pour jouer de l'orgue. Le siège est encore chaud. Oh, j'ai peur. On le sait. Ah bah ouais, mais maintenant on est sûr, il y a quelqu'un dans le village. Et j'ai pas l'impression qu'il nous veuille du bien. Pourquoi? Oh, j'ai peur. Partons, je sais pas moi. Laissons-lui de l'argent. Oh, tiens, je lui donne mes bijoux, hein, ma bague. Je crois que c'est pas le genre. Oh, le genre de quoi? Le genre à s'intéresser à l'argent. Alors quoi? Ça, j'en sais trop rien. Oh, partons. Partons. Patrick, partons. Oh, elle est fermée de l'extérieur. Rien à faire. Eh ben maintenant, je crois que nous n'avons plus le choix, hein. Oh, mon Dieu, sauvez-nous. Je vous en supplie, sauvez-nous. Le bon Dieu ou le diable? Eh, regarde bien. Hein? Ouais. Il doit bien y avoir une autre sortie, non? Mais ça, c'est incroyable. Il y avait quelqu'un. Quelqu'un qui a attendu que nous soyons à l'intérieur pour nous enfermer. Eh ben, je suis pas rassuré. Ça, je dois dire que moi non plus. Oh, mais cesse de pleurer, on changera rien. Regardez, le chien là devant la petite porte. Ça doit lever sur le presbytère, non? Il a l'air de nous larguer. Oh, faites attention, hein. Il est peut-être enragé, je sais pas. Moi, je suis sûre que c'est un piège. Mais pourquoi? Oh, pourquoi? C'est un peu tard. Regardez. Il a l'air de vouloir qu'on le suive. C'est vrai? Non, il faut pas le suivre. Mais c'est la seule solution, comment veux-tu sortir d'ici? Oh, écoute, Marianne, on reconnaît que ce chien est bizarre, non? À chaque fois qu'il apparaît, il a pas l'air d'avoir peur de nous, et pourtant, dès qu'on s'approche de lui, il s'enfuit. Moi, je suis sûre que ce chien porte malheur. Non, je t'en prie, Marianne, je t'en prie, j'ai peur. Viens, le chien. Patrick, t'es sûr qu'il n'y a pas d'autre sortie? Ah oui. Non. Bon, et ben, le seul moyen pour sortir d'ici, c'est de suivre ce chien, hein. Bon, Carole, reste près de moi. Hein. Ah, mais écoute, tu sais que je ne suis pas rassuré, moi non plus. Mais il peut rien nous arriver si nous restons bien ensemble. Hein. Allez, viens là, à côté de moi. Bon, allons-y. Je commence moi aussi à être un peu nerveuse. Ouais, bon. Dehors, c'est la nuit. Éclairé par la lune, un petit cimetière en liberté dont les tombes sont recouvertes d'herbes et de fleurs sauvages. Il marche, silencieux, étreint par une angoisse indéfinissable, comme si le silence était un être humain, invisible et pourtant prêt à vous frôler à chaque instant, brusquement. Regardez! Regardez! Devant eux, à leurs pieds, 4 trous fraîchement creusés. La terre fume encore. Hier soir, il y avait 4 couverts. Ce matin, 4 petits déjeuners. Et puis là... 4 tombes. 4 trous. Oh non. Oh, c'est pour nous. Oh, c'est pour nous, j'en suis sûre. Oh, maman. Oh, elle a raison. Partons. Vite. Essayons de passer par là. Il faut retrouver la voiture. J'ai l'impression... La lune fuit,
rapide, comme une boule d'ivoire, faisant apparaître comme un troupeau de girafes galopant au loin. Des brèches sanguinolentes zèbrent le ciel. La chouette frissonne, décoiffée par le vent qui s'engouffre en rafale à travers les arbres. Elle n'aime pas qu'on la ridiculise et jette un regard de mépris au vent qui l'entoure en lui faisant des pieds de nez sataniques. La pluie, féroce, sauvage, cingle les jeunes gens, leur martèle d'énormes gouttes le visage. À la lumière d'un éclair, ils aperçoivent leur voiture, immobile. Ils se jettent dedans et Patrick tente de faire démarrer l'automobile. Les autres sont recroquevillés, tassés l'un contre l'autre. Après un soubresaut, les roues arrière patinent puis finissent par accrocher le sol. La voiture roule, à tombeau ouvert, sur la route qui quitte le village et longe la montagne avec des embardées folles. Brusquement dans un virage, elle quitte la route. Puis ce fut le silence. Un silence immobile. Comme si les sons n'avaient jamais existé. Un soleil de cristal a fait place à la tempête terrible de la nuit. Les tuiles des maisons, éparpillées comme des pétales de rose fanées, jonchent le sol. Et le chien, seul au milieu de la rue, ressemble à ces paysans hagards après que les pillards aient ravagé leur village. Les arbres en haillons, brisés par la tourmente, la chouette, ses yeux immenses, voilés d'une infinie tristesse, contemple le désastre. Voilà bien une injustice. Nous vivions là, tranquilles, dans la terre de nos ancêtres, amis du ciel et des éléments. Et des hommes perdus viennent porter la mort jusqu'aux pieds de nos enfants si tendres, si fragiles. Qu'allons-nous devenir si le vent d'ici n'est plus notre ami? Qu'allons-nous devenir si les doux oiseaux ne viennent plus boire dans nos 1000 baumes? Qu'allons-nous devenir s'il ne vient plus nous guérir? Qu'allons-nous devenir? Qu'allons-nous devenir? Quelle incroyable faiblesse de votre part, vous les bras de la terre, vous qui régnez sur la lumière des sous-bois, vous dont la couleur se perd à l'infini, vous dont les rois même se méfient, vous qui dans votre agonie faites trembler la terre. Regardez-moi, je ne suis qu'un oiseau éternellement stupéfait. Pourtant j'ai confiance. J'ai confiance en l'homme et son chien, car je sais. Souvent pendant mes longues nuits sans sommeil, j'ai redouté ce jour maudit où d'autres hommes viendraient ici. Ils apporteraient le mal et la colère. Il en serait fini de nos jours tranquilles, de nos amours éternels. Malgré ce qui s'est passé cette nuit, je crois que nous retrouverons notre sagesse et notre vie exemplaire. Et ce jour-là, nous ne permettrons à personne de venir détruire notre rêve. Prenez patience. Notre ami l'homme va revenir nous aimer. Les semaines vont passer. Et un jour, il reviendra. Il reviendra, sûr. Sûr de ce bel amour. Explique-toi, la chouette, ce bel amour. Lorsqu'il avait 20 ans et les yeux brillants,
jeune femme lui fit la promesse qu'ils s'aimeraient toute la vie. Pourtant, un jour, elle disparut, ne revint jamais. Elle vivait loin, une autre vie. L'homme vint ici pour l'attendre. Sa douleur est immense. Il sait maintenant, depuis cette nuit, qu'elle ne reviendra jamais. Alors, il va errer à travers la campagne, sans son chien, le temps de son doute. Puis il reviendra, et nous vivrons à nouveau des fêtes. Son rire, que nous aimons tant, retentira. Les petits lapins feront des rondes autour de nous. Je viens de la chapelle. Il y a 4 cercueils dans l'allée. Les jeunes gens par qui la colère est arrivée ont payé. Ils sont morts. Ils prient pour eux. Moi, je sais qu'ils ne voulaient pas leur mort. Que les animaux les plus valides aillent disperser les restes de la voiture, afin qu'il ne reste nulle trace de leur passage. Pansons nos plaies. Bientôt, les loups des régions lointaines reviendront faire amis avec nos biches. Vous ferez chanter nos branches. Des milliers de vers luisants indiqueront le chemin à nos amis d'ailleurs. La joie reviendra dans la vallée. Écoutez. Chantons avec lui.